Je veux dire, il y a quelque chose d'aberrant à ce que ce soit, dans deux cas, le ministre qui décide pour les gares et puis pour les zones internationales. Ce sont les préfets qui décident pour les zones touristiques. Mais n'empêche que c'est le préfet qui décidera pour la rue des Francs-Bourgeois. Il va décider qu'elle est touristique. Je suis un peu spécialiste de cette rue pour y avoir fait 45 dimanches de contrôle. Et on me disait que c'était touristique. On a fait des analyses des gens. Elle est pleine le dimanche. Mais à 98% de gens du quartier qui ont fini le restaurant, le repas en famille, avant qu'ils aillent au théâtre le soir. Il n'y a pas de touristes, ou pratiquement pas. Et il y avait des petits commerçants qui me demandaient, monsieur l'inspecteur, faites-les fermer. Je disais, mais vous êtes ouverts. Mais moi, je suis ouvert parce que les autres sont ouverts. Et sinon, je n'ai pas un chiffre d'affaires plus important en ouvrant le dimanche que ce que j'avais avant, le samedi et le dimanche. Mais je suis obligé parce qu'il y en a qui. Et donc, il disait, faites respecter. Et notamment, ceux qui voulaient l'ouverture, c'est ceux qui avaient des salariés. Parce que lui, le patron, il n'avait pas besoin d'être là. Parce que ceux qui n'avaient pas de salariés, ils étaient patrons, ils ne voulaient pas être là. Il y a deux tromperies. Et François Hollande a fait les deux tromperies dans son intervention télévisée la dernière fois. Quand il a dit que c'était sur la base du volontariat, je répète toujours qu'il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Vous ne travaillez le dimanche que si le patron le veut. Essayez de travailler le dimanche si le patron ne veut pas. Et essayez de ne pas travailler le dimanche si le patron veut. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit qu'il y aura une majoration de salaire. Non, la loi ne propose pas de majoration. Elle propose des négociations pour qu'il y ait une majoration. Mais dans la négociation, il n'y aura pas de majoration. Parce que quand ça sera généralisé, l'ouverture du dimanche, il se passera deux choses. Et les camarades qui étaient... J'étais dans cette salle l'autre jour, un meeting le dimanche, et les syndicalistes de Galerie Lafayette qui étaient là, ils disent, nous, on a enquêté. Quand ils ouvrent le dimanche, leur chiffre d'affaires est plus bas que les autres jours. Même en ce moment. Et alors, ils font les soldes, ils les accumulent dans la semaine, et ils font les rentrer le dimanche pour essayer de prouver qu'ils vendent plus le dimanche. Mais ce n'est pas vrai. Quand il y a une ouverture plus généralisée, le chiffre du dimanche est plus bas. Et c'est ce qui se produira partout. Vous aurez des magasins vides le dimanche. Il faudra payer la lumière, l'électricité, les frais de gestion de tout ça, etc. Et vous croyez que les gens se précipiteront tous les dimanches pour faire des courses, que les magasins... Mais non! Il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il n'y aura pas de négociation. Ils diront, gars, mais on a des frais, regardez, il n'y a personne qui vient, je ne peux pas te payer plus le dimanche. Il n'y aura pas de majoration le dimanche. Et donc, là, les deux choses, pas d'augmentation. Ensuite, il n'y aura pas d'emploi. Ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas le lundi. Et le boulot qui sera créé pour les femmes pauvres et précaires et pour les étudiants désargentés le dimanche ne le sera pas le lundi. Point, c'est tout. La DARES a étudié qu'il y aurait, c'est là, dans l'Île-de-France, 30 000 emplois supprimés dans les petits commerces. Écoutez bien les petits commerçants qui sont contre l'ouverture le dimanche. Moi, j'ai rue de Rambuteau, une librairie que j'aime bien, la librairie Colette, pour ceux qui la connaissent, qui voulait ouvrir le dimanche. J'ai dit, vous êtes à l'autre bout de la FNAC. Quand la FNAC sera ouverte, eh ben, vous aurez beau ouvrir le dimanche, vous aurez moins de monde, les gens iront à la FNAC, ils ne viendront pas chez vous. Ah, parce que nous, ils viennent nous voir le dimanche maintenant, mais plus demain, parce que ça profitera aux chaînes et pas à la librairie Colette. C'est pas... bon. Alors, un autre sujet tout de suite, c'est le changement de l'article 2064 du Code civil. Vous n'êtes peut-être passé dessus. C'est dans l'article 83, il y a 160 articles, alors, et vous arrivez là-dessus, puis on vous dit qu'on va modifier l'article 2064, et puis l'annexe de la loi du 8 février 1995 qui dit la même chose, pour les frontaliers. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'article du Code civil, le seul d'ailleurs, qui prend la peine de dire que le Code du travail ne relève pas du Code civil, mais du Code du travail. Alors, vous enlevez ça. Donc, des contrats qui peuvent être passés pourront relever du Code civil et pas du Code du travail. Alors, au début, vous vous dites, c'est un peu fou, cette histoire. On ne peut pas balayer comme ça le Code du travail, etc. Où est-ce que ça va se faire? Alors, regardez un autre aspect, puisqu'on a parlé des autocars, les taxis. Uber. Et là, la G7. Alors, Uber, il vous prend des gens avec lesquels il passe un accord de gré à gré, et les gens avec leur bagnole, en mettant un bonbon et une bouteille d'eau, viennent vous chercher alors qu'Uber leur indique de venir vous chercher. Et ces gens-là ont un contrat 0 heure. Ils viennent quand on les appelle pour aller faire le service pour lequel on les appelle. Le prix de la course est fixé par l'ordinateur initial. On dit vous allez de l'Assemblée nationale à là,
Et c'est l'ordinateur qui dit au début quel est le prix de la course. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a des gars comme ça qui sont appelés, il y a des nuits où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas besoin de beaucoup de taxis, et la course peut être, on me l'a cité l'exemple, à 4 euros. Là, il bosse pour presque rien. Et il faut qu'il vienne. Il n'a pas d'horaire. Il n'a pas de contrat de travail. Il a un accord de gré à gré avec Uber. Uber a racheté tous les départs d'hôtels sur Paris. La G7 laisse couler, parce que la G7 va laisser couler ses propres taxis et mettra de l'argent dans Uber quand Macron sera passé par là. Eh bien, elle ferme toutes les bornes où il y a beaucoup d'appels. Et puis elle laisse les bornes qui sont bordeleuses. Et du point de vue de la gestion, de la planification des taxis, elle désorganise, il n'y a pas des taxis partout, il y en a 14 à un endroit, il y en a 0 à un autre, etc. Mais donc, par contre, les autres, c'est tout, avec une centralisation informatique tout à fait performante. Et donc, on va envoyer quelqu'un qui va vous faire la course. 4 euros, là. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les demi jours de l'an? La même course était à 250 euros. Parce que vous allez avoir des tarifs qui vont être totalement différents selon les moments où il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de demandes, à la façon SNCF. Aux heures de pointe et pas aux heures de pointe. Ou aux heures creuses et pas aux heures creuses. Mais comme les salariés eux-mêmes, ils ne pourront rien dire, ils ne sont pas salariés. Ils font un acte dans un contrat de gré à gré, et s'il y a conflit, il ne relèvera même pas des prud'hommes. Il relèvera du contrat du tribunal, du juge de paix, du tribunal d'instance. Il ne relèvera plus du prud'homme. Donc vous n'avez plus. Même le gars, il peut avoir sa voiture, il passe un acte. Comme vous passez un acte avec votre voisin pour partager la culture du petit jardin qui vous sépare. C'est la même chose. Et ça n'est plus un contrat de travail. Il n'y a plus les cotisations sociales. Vous n'avez pas d'autre rapport entre la boîte Uber et ces nouveaux VTC, voitures, tourisme avec chauffeur, qui vont prendre petit à petit la place des taxis parisiens. C'est comme Transavia qui remplace Air Inter. C'est comme l'autocar qui remplace le TGV. C'est comme le gars de la firme juridique transnationale qui va remplacer le notaire. C'est-à-dire que vous avez une dérégulation complète par le bas, low cost. Et ensuite, les prix paraissent bas, puisqu'il y a quelqu'un qui me dit « mais je peux faire un voyage à 4 euros ». Oui, quand il n'y a personne, quand il n'y a pas de demande, quand il n'y a pas du tout d'embouteillage du point de vue horaire et demande, mais si vous êtes le jour de l'an, vous avez votre course à 250 euros. Et toute la différence, c'est l'ajustement au plus court prix que la société Uber fera pour tous les taxis parisiens, quand elle aura réussi à faire passer le changement du contrat de travail, qu'on ne pourra plus aller au prud'homme, qu'on ne pourra plus attaquer le VTC, parce qu'il aura un autre type de rapport avec la société Uber que ce que les taxis actuellement, qui ont déjà des problèmes, parce que tantôt ils sont faux locataires, tantôt faux artisans, alors qu'ils dépendent de la G7, qui ont déjà des problèmes, mais la dérégulation sera encore plus poussée que pour les faux artisans et les faux locataires taxis de la G7. C'est pas mal, parce qu'après je vous fais la totale, hein. Pour les femmes de ménage, pour toutes les tâches d'entretien. Je vous fais ça pour les infirmières à domicile. Je vous fais ça pour tous les systèmes qu'il pourrait y avoir de toutes les sociétés dans lesquelles ils récupéreront des services. Vous essaieront d'échanger de la même façon avec le même système que je suis en train de vous décrire pour les taxis. D'accord? Bon. Alors maintenant, il y a le travail de nuit. Alors, le travail de nuit, l'argument c'est que c'est en soirée. Alors, là c'est un peu gonflé. C'est en soirée, c'est pas du travail de nuit jusqu'à 23h59. À 24h, c'est du travail de nuit. Alors on peut vous vendre sur les Champs-Élysées du parfum. Alors, vous voyez déjà, la femme qui habite, ce sera une femme, hein, qui habite à Aubervilliers, alors il prévoit que le patron devra veiller à ce qu'elle ait un moyen pour rentrer. Attendez, veiller à, c'est pas obligé. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de contrôle, évidemment, ça n'aura pas lieu. Mais veillez à, elle rentrera à 2h du matin chez elle en banlieue, le patron sortira tranquillement du théâtre ou de souper, et ils auront vendu quoi sur les Champs-Élysées ce soir-là? Parce qu'en matière de parfum, il y a une urgence pour acheter du parfum. Il y a des Chinois qui se baladent lâchement le soir sur les Champs-Élysées et qui exigent du parfum à ce moment-là pour répondre à la demande de Laurent Fabius, qui veille à ce que les touristes chinois puissent avoir du parfum jusqu'à 23h59 sur les 2 trottoirs des Champs-Élysées. C'est exactement ça qui est en jeu. Alors, et le travail en soirée, ça va pouvoir s'étendre pour beaucoup de travaux, parce que jusqu'à présent c'était 20h, 21h, il y avait des dérogations jusqu'à 22h, le BHV par exemple. J'ai fait une réunion avec les salariés du BHV juste avant Noël. Mais le BHV dont j'ai fait l'expérience, ils ouvrent de 19h à 19h30. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient en plus à ce moment-là.
Et ils ont prolongé, ils ont voulu jusqu'à 20 heures. Entre 19h30 et 20h, le BHV est quasiment vide. Et ils ont essayé de faire 21 heures. Alors là, ça marche même pas. Et maintenant, on va leur dire, parce que c'est ça l'exigence, et le directeur général du travail avait donné l'autorisation contre l'inspectrice du travail qui était chargée du BHV, et avait dit, vous pouvez aller jusqu'à 24 heures. Mais c'est une folie du point de vue même du coût, du but recherché, du public recherché, des ventes faites, etc. Et le seul fin à la fin, c'est une déréglementation de la journée de travail, comme le dimanche est une déréglementation de la semaine de travail. Et vous avez assez de films aux États-Unis où vous voyez les gens, où on voit les mecs dans leur magasin la nuit, qu'on leur flingue sous le machin, et puis qu'on 3 grades pour ouvrir, puis qu'ils regardent s'ils ouvrent ou s'ils ouvrent pas, parce qu'ils sont seuls dans une chaîne à tenir le magasin toute la nuit pour 3, 4, 5 personnes, dont 2 truands qui passent. Vous avez ça dans tous les films. Bon, c'est ça qu'on va vous inaugurer. Effectivement, derrière cette déréglementation-là. Et le but de chercher, c'est très idéologique. Il n'y a pas un centime en jeu, ni dans la soirée, ni dans le dimanche. C'est idéologique, c'est pour mettre la semaine, le jour, la durée du travail en cause et faire éclater ça. C'est purement idéologique. Alors, avec le licenciement, je dis que je ne les ferai pas tous. Alors, j'ai juste... Ouais, j'ai les prud'hommes, j'ai l'inspection du travail, j'ai la médecine du travail, j'ai le licenciement. Alors, je ne les ferai pas tous. Mais avant, je vais faire le temps partiel, parce que le temps partiel est un des trucs les plus sophistiqués peut-être qu'on peut faire dans ce qui est arrivé depuis l'ANI. Alors l'ANI, Najat Vallaud-Belkacem, se réjouit, parce qu'il va y avoir un plancher de 24 heures, et il n'y aura plus des petits boulots à temps partiel, et donc on fera rien en dessous de 24 heures. Quand même, le patronat met des dérogations. Alors, première dérogation, celles qui sont, parce que c'est des femmes, 3 700 000 temps partiel, 85% de femmes, 80% de non qualifiés. Donc je vais dire celles à partir de maintenant, et je vais dire au féminin. Bon, alors, premièrement, celles qui sont déjà en dessous de 24 heures resteront, dit-on dans l'ANI, à 24 heures jusqu'en 1er janvier 2016. Bon. Deuxièmement, celles qui ont moins de 26 ans pourront avoir en dessous de 24 heures. Troisièmement, celles qui feront des soins ou des tâches pour les particuliers pourront être en dessous de 24 heures. Quatrièmement, dans les entreprises où il y a un usage courant de salariés à temps partiel, elles pourront négocier des accords en dessous de 24 heures. Cinquièmement, celles qui auront 2 ou 3 emplois pour ne pas qu'elles dépassent les 35 heures pourront être en dessous de 24 heures. Et sixièmement, celles qui ne veulent pas être à 24 heures pourront, au moment de l'embauche, demander à leur employeur de ne pas être à 24 heures. Voilà, 6 dérogations. Mais même, écoutez-moi bien, avec 6 dérogations, par un contrat signé par les 3 organisations patronales, les 3 organisations syndicales, le 11 janvier, dont ils exigent que ça fasse une loi, qui va avoir des péripéties, mais qui va être adoptée le 14 juin 2013. Cette loi dit, tout ça va se mettre en place pour le 31 décembre 2013. Le 31 décembre 2013, rien. Rien. Alors le gouvernement fait ce qu'on appelle une saisine rectificative. A posteriori, puisque la loi qui devait rentrer en vigueur le 1er janvier n'est pas appliquée, pour reporter l'application de la loi. Cette saisine rectificative arrive devant le Parlement le 7 mars 2014. Et elle est report du 1er janvier au 30 juin 2014 pour que les accords se fassent dans les branches. Ça concerne la grande distribution, c'est pas rien. Ça concerne le nettoyage, c'est pas rien, vous avez 350 000 nettoyeurs. Ça concerne toute une série de métiers particuliers, même dans la chaussure, dans tout ça, etc. Et le gardiennage. Bon, déjà, vous avez quelques millions de gens concernés. Et alors, rien n'est signé le 30 juin. Alors que la saisine rectificative disait que c'était la date limite. Vous vous rendez compte un petit peu le rapport avec le contrat et avec la loi? On vous dit le contrat doit l'emporter sur la loi. Ils signent un contrat, ils ne le respectent pas. On vous dit la loi doit s'appliquer. Ils votent la loi, ils font voter la loi, ils ne veulent pas qu'elle change, ils ne la respectent pas. Le gouvernement adapte la mise en place de la loi. Une fois adaptée, elle n'est toujours pas mise en place. Et que fait Macron? Il détricote ce qui a été fait dans l'ANI et dans la loi, puisqu'il ajoute des nouvelles propositions. La première, c'est que finalement, celles qui ne sont pas à 24 heures pourront ne jamais l'être, sauf s'il y a une opportunité et qu'elles le demandent, mais il n'y a plus d'automaticité à ce qu'elles le soient. C'est-à-dire que le 1er janvier 2016 saute. Deuxièmement, il n'y aura pas de possibilité pour celles qui seraient en dessous, qui auraient demandé à l'embauche, d'automaticité de passer à 24 heures. Donc vous avez déjà, ça saute. Et ensuite, il accorde
les dérogations pour les branches, il y a 48 branches qui ont négocié à 10 heures. Et il accorde la possibilité que ça soit fait. C'est-à-dire que vous aurez donc dans l'ordonnance qui suivra sur le temps partiel, la destruction de ce qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Avec l'ANI, puis avec la loi, en exigeant et en vantant et en disant que c'était un progrès pour tout le monde. Mais en contrepartie, à l'époque, dans l'ANI, ils avaient fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils avaient expressément dit qu'il y aurait des paquets d'heures complémentaires qui seraient décidés 8 fois par an, 8 heures par l'employeur. Ça reste. C'est pas touché. La deuxième chose, c'est que les heures complémentaires, vous allez me suivre un petit détail, avant vous aviez par exemple 20 heures, il y avait deux, si vous faisiez des heures complémentaires en plus, c'est pas supplémentaire, les 2 premières heures n'étaient pas majorées. Et ensuite, elles étaient majorées à partir de 10%, puis de 25%, quand vous aviez dépassé encore des heures en plus. Alors finalement, vous pouviez vous dire, bon, j'ai 25% de majoration pour les... Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette majoration, et vous pouvez parfaitement ne plus en avoir, notamment pour les paquets de 8. Il peut y avoir des négociations contre, mais c'est encore laissé à la bonne volonté du patron, et non pas à la loi, bien sûr. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Il n'y a que le salaire est lissé. Alors, ça veut dire qu'avant, vous étiez payé au mois, maintenant vous êtes payé à l'année. Quel est le résultat? C'est que si le patron vous fait faire des paquets de 8 heures, par exemple en début d'année, c'est vous qui lui faites une avance sur votre salaire. Puisque c'est lissé, vous ne toucherez les bénéfices des heures que vous avez faites en plus au début d'année qu'étalés dans l'année. Ensuite, il y avait une question de délai de prévenance. Le délai de prévenance avait été fixé au début à 7 jours. Il pouvait être réduit par accord à 3 jours. C'est pour vous dire, demain, tu bosses là, tu bosses là. Parfois au Monoprix, moi je les connaissais, ils donnaient un petit papier roulé en douce en disant, voilà ton horaire pour la semaine, vous donnez le vendredi. Si vous avez un rendez-vous avec le proviseur, chez le dentiste ou autre chose, votre vie est foutue pour ça. Et alors, ils avaient réduit à 3 jours. Et bien maintenant, il y a des négociations pour qu'il n'y ait plus de délai de prévenance. Et ensuite, il vous reste le fin du fin, c'est qu'on avait réussi, dans la loi Aubry, la deuxième de 98, on avait réussi à faire qu'il y ait une seule coupure dans la journée, limitée à 2 heures. Eh bien, la renégociation a lieu pour qu'il n'y ait plus une seule coupure et qu'il n'y ait plus cette limite. Ça, c'est l'ANI, la loi du 14 juin, et Macron qui achève le truc, même ce qu'il pouvait y avoir de positif, il le détruit. Par contre, tout ce qui était négatif, ça va, je voulais... Vous savez, c'est la vie de 3 millions de femmes. C'est pas... je sais bien, à la télé, quand on veut parler de ça, ils disent vous êtes chiant, ça intéresse personne. Et on ne peut pas dire ça dans une radio, dans un machin. Parce qu'ils disent c'est trop technique, c'est trop machin. Mais les gens et les filles, ils comprennent bien ce que ça va vouloir dire pour elles toutes. Et en salaire, et en temps de travail, et en servitude. Alors, le licenciement va être facilité. Depuis 1945, quand il y avait des licenciements individuels, il y avait 4 critères. Il y avait un critère social, charge de famille. Il y avait un critère d'ancienneté. Il y avait un critère de qualification. Et il y avait un critère du poste occupé. Et s'il y avait des choix à faire pour licencier des gens, en principe, pas en principe, toute la jurisprudence confirmait qu'on protégeait d'abord celui qui avait une charge de famille qui était en difficulté sociale. Parfois on disait ça, c'est pas glorieux, hein, on était choisi entre les gens qui étaient le plus en difficulté. Parfois on disait le dernier arrivé, le premier licencié. C'est vrai que ça avait un avantage, c'est que le gars qui était à 50-55 berges avec une charge de famille, c'était pas lui qui rentrait à cause de la hiérarchie des critères. Ça le protégeait. C'est pas glorieux cette histoire de 4 critères, mais ça a un effet. Vous pouvez le comprendre. Dans l'ANI, ils ont voulu faire sauter ces 4 critères. Ils l'ont pas fait. Alors ils ont changé l'ordre des critères. Ça a fait un débat, c'est passé au gouvernement, au Parlement, au Sénat. Et puis à la fin, ils ont dit c'est l'employeur qui décidera de l'ordre des 4 critères. C'est la conclusion, c'est l'ANI, et c'est la loi du 14 juin. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Macron, il supprime les 4 critères. Il y a plus, c'est l'employeur qui décide. Il n'y a même plus à y faire référence. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une vraie saloperie, si vous me permettez. Il n'y a pas un emploi protégé ou sauvé par ça. Il n'y a pas un gramme d'once socialiste, politique, de gauche, etc. C'est purement une saloperie pro-patronale pour dire au patron, tu fais ce que tu veux. Et là, alors vous avez une deuxième chose. C'est pour les licenciements.
Vous pouvez avoir un plan social. Alors vous savez qu'ils ont eu un petit, une surprise, mais moi aussi je l'ai eu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils écartaient les juges en fait de la décision, puisque le plan social était soit validé, soit homologué. Quand il y avait un accord, c'était validé quand il y avait un accord avec les syndicats, ou homologué par la directe. Alors, n'imaginez pas ce que c'est les directs par rapport aux vieilles directions départementales. Si dans vos têtes vous confondez encore les choses, ça n'a plus rien à voir. Hein, ce ne sont plus les directions du travail, ce sont les directions de la concurrence, de la consommation. Et le travail ne fait qu'un quart dans les directs par rapport à avant, et c'est les directions des entreprises et non plus du travail. Alors vous avez un changement complet. Ce ne sont plus des anciens inspecteurs du travail qui sont montés, ce sont des gars qui sortent de grandes écoles et qui sont nommés. C'est-à-dire c'est des sortes de sous-préfets. Et donc ils sont politiques, ils ne viennent plus de la tradition, ni de l'inspection, ni du droit du travail. Bon. Et donc les directs, ils ont reçu comme ordre du gouvernement de gauche. Vous m'écoutez bien. Hein. Là on était sous Jean-Marc Ayrault. Le ministre était Michel Sapin. Quand la loi du 14 juin 2013 a été passée, ils ont fait une réunion de tous les directs de France, à l'Institut national du travail, à Lyon, Charbonnières-les-Bains. Ils ont tous réuni, ils ont dit l'objectif est 0 refus d'homologation. C'est-à-dire vous devez accepter tous les plans sociaux. L'objectif a été ça. Ils disaient qu'ils allaient combattre, inverser la courbe du chômage, et ils donnaient comme directive aux chefs de tous les départements qui avaient affaire aux plans sociaux 0 refus d'homologation. Et ça, c'était pour plaire au patronat, pas autre chose. Mais ils s'étaient dit, bon, ça ne va plus être les tribunaux, il n'y aura plus d'appel, ça ne pourra pas être comme Fralib, ils ne pourront plus durer 8 mois, ou bien comme PSA, 5 mois, ils ne pourront plus faire les procédures pour retarder, ils ne pourront plus se battre, manifester dans la rue, il y aura une validation, et il y aura des délais préfixes. J'ai toujours expliqué que le préfixe, les gens ne comprenaient pas le délai, le préfixe, il est incontournable. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le modifier. Quand vous avez atteint le délai, de toute façon, ce qui devait se faire se fait, donc c'est préfixe. Et donc les délais étaient fermés, clos, et la directe décidait. Vous avez bien vu ça, d'accord? Bon, et alors, leur surprise, c'est que les tribunaux administratifs, ils n'étaient pas préparés à ça, puisque c'était les chambres sociales, se sont mis à critiquer les directs et à les recogner, parce qu'elles ne faisaient pas bien les décisions. C'est-à-dire qu'elles allaient trop vite pour homologuer. Elle passait par-dessus les périmètres des sociétés. C'est ce qui s'est fait avec le plan Maury-Ducrot. Et elle prenait toute une série de décisions qui n'allaient pas. Alors là, la surprise a été telle, pour le patronat, pour le gouvernement, le tribunal administratif sanctionnait les directs. Ça, ils n'avaient pas prévu. Moi non plus, personne d'ailleurs. Oui, parce que nous, notre argumentaire, c'était de dire que les tribunaux administratifs seraient moins rigoureux que les tribunaux. Oui, absolument. Et puis qu'ils n'auraient pas le temps, qu'ils ne sauraient pas faire, qu'ils n'étaient pas préparés, qu'ils ne connaissaient pas. Et la surprise, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines d'homologations faites à toute vitesse sur l'objectif, on les fait, qui ont été cassées par les tribunaux administratifs. Alors là, Macron fait un truc génial, de son point de vue. Il précise que les salariés dont le licenciement aura été cassé par les tribunaux administratifs ne pourront plus être ni réintégrés, ni indemnisés. Ils auront la victoire, mais sans rien. Vous êtes dans Ubu. Parce que tu as l'obligation de Vous êtes dans Ubu. Alors l'obligation de réintégrer, l'argument, c'est de dire que généralement les salariés ne sont pas réintégrés, ce qui est absolument vrai d'ailleurs. C'est rare, mais ils demandent de l'argent. C'est-à-dire que le patron est obligé de faire une transaction en disant je ne veux pas vous réintégrer, mais vous êtes en position de force puisque normalement je dois vous reprendre, donc vous allez me demander plus de sous, je vais vous donner plus de sous. Donc ça saute. Il n'y a plus de réintégration. D'accord? Et donc là, vous n'avez pas d'indemnisation supplémentaire parce que votre plan social aura été cassé. Donc c'est écrit noir sur blanc, hein, vous comprenez bien. Et pour qu'il n'y ait plus de doute, il dit que les décisions pour les plans sociaux se feront au niveau des établissements et plus au niveau du groupe. Alors l'argument, il nous a fallu 25 ans pour que la jurisprudence arrive à dire, quand vous êtes viré dans une boîte, de toute façon le groupe a des arrières, il doit vous proposer des reclassements dans les autres entreprises. Là non. Le périmètre s'apprécie au niveau de l'entité de base dans laquelle vous êtes licencié et plus au niveau du groupe. Ce qui est une protection des multinationales. Ce n'est pas une protection des PME. 80% des PME sont dans un groupe. Retenez bien le chiffre, parce que quand on vous bourre le mou avec les PME, les PME, les PME, les PME, il y en a 20% qui peuvent être considérés comme indépendantes. Toutes les autres sont dépendantes d'un groupe. Ce qui fait que quand il y a des aides de crédit d'impôt aux PME, ça monte toujours, hein, dans la passation des marchés. Dans les franchises, dans tout ce que vous voulez. Et donc la facilitation des licenciements est considérable dans la loi Macron.
Alors les handicapés, ça va vite. C'est simple, il y avait une obligation de payer une taxe quand vous ne preniez pas les handicapés selon le quota qui était prévu. Bah, la taxe est tantôt baissée, tantôt sautée. C'est-à-dire vous pouvez vous dispenser, ça dépend du seuil et ça dépend de... voilà. C'est simple, c'est un truc qui existait depuis 1980. Le seul existait depuis 81 ou 82, je crois que ça va être à peu près cette société. Bon, voilà. Je veux dire, pour vous dire, il n'y a pas un grain de justification sociale, vous comprenez bien. Pas, donc ça ne sert à rien. C'est comme toujours, c'est comme Sarko, il faut être réaliste. Hein. C'est le président de la République qui choisissait les chaînes, alors autant ne plus donner. Vous voyez, c'est toujours ce principe de réalité. Les boîtes n'en prennent pas, c'est pas la peine, ils ne peuvent pas, c'est trop compliqué pour eux. Donc on leur enlève ces contraintes. Alors, attendez, vous savez qu'on est en plein boom, vous savez tous qu'on est en plein boom démographique depuis l'an 2000. 850 000 naissances, c'était 813 000 l'année dernière. 850 000 naissances pendant 14 ans. Les bébés de l'an 2000, ils arrivent sur le boulot dans 4 ans, hein, faut pas leur dire. Parce que ça se présente mal. Mais c'est 350 000 demandeurs d'emploi supplémentaires au minimum chaque année pendant 15 ans. C'est la révolution. Hein? C'est la révolution. Hein? Bon, alors, je continue les prud'hommes. Bah, les prud'hommes, il n'y a pas que la suppression des élections. Alors, la suppression des élections, en fait, elle est déjà faite. Elle est déjà votée. Vous savez qu'il n'y avait pas un argument pour. Hein. Il y avait 34,5% de votants, ils ont dit que ce n'était pas assez. Mais il faut supprimer combien d'élections qu'on parle dans le c'était la seule. Ils volent. Moi, ça me fout la honte parce que ils parlent de temps en temps du droit de vote pour les immigrés aux élections locales. Les prud'hommes, c'était la seule élection nationale où les immigrés pouvaient voter pour les juges de la République dans une élection nationale. Et ils ont supprimé ça. Après qu'ils me fassent du baratin sur le fait qu'ils veulent donner le droit de vote, au lieu de valoriser le seul endroit où il y avait un vote de ce type naturel qui posait aucun problème. Bon. Mais ce qu'ils veulent faire au prud'homme, c'est beaucoup plus simple, c'est rendre beaucoup plus difficile les jugements, contrôler les conseillers prud'hommes, diminuer leur nombre, faire qu'il y en ait un et non pas deux et deux, écheviner, c'est-à-dire faire monter de plus en plus le juge professionnel des partiteurs qui va prendre les mesures, réduire, ça a déjà été fait, les durées pour faire établir un jugement, rendre, parce qu'il y a quand même eu la suppression des 35 € que Sarkozy avait mis pour avoir un procès prud'homme, et les gens y allaient parfois pour avoir leur carte de voyage, c'était à peu près 35 €, il fallait qu'ils payent 35 € pour enclencher la procédure. Christiane Taubira a supprimé ça, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'en imposant l'écrit et des procédures plus complexes, de toute façon, il faudra prendre un avocat. L'origine des prud'hommes, c'est que c'était une procédure orale, non écrite, où même la personne en théorie qui ne savait pas se défendre pouvait expliquer son cas devant le tribunal paritaire, devant le patron et le salarié, et y avoir l'appui du salarié. Ça deviendra quasiment impossible, ou alors un exploit d'arriver à ne pas avoir d'avocat, à ne pas avoir de des conclusions écrites, à ne pas déposer dans délai donné, et ce sera encore un exploit pour les conseillers prud'hommes de pouvoir rendre des jugements corrects dans des délais qui leur soient accessibles. Donc voilà, je parle pas, vous savez déjà que les prud'hommes sont embouteillés, parce que c'est comme le reste, c'est comme la médecine du travail. On vous dit ils sont embouteillés, ça ne fonctionne plus, alors ils suppriment les médecins du travail, ça c'est la partie suivante. Ben, c'est pareil pour les prud'hommes. Rachida Dati a quand même supprimé un tiers des prud'hommes. Ce qu'on attendait, c'était que la gauche les restaure, pas qu'elle le supprime davantage et qu'elle supprime l'élection. Bon, voilà, ça c'est les prud'hommes. Alors après, la médecine du travail. Alors, la médecine du travail, c'est pas vraiment... Dans la loi Macron, maintenant, ils l'ont mis, puis ils l'ont viré. Alors c'est médical, ils l'ont plutôt viré de la loi Macron, parce qu'ils avaient peur du front de l'ensemble de médecine. Oui, mais là ils ont... Oui, ben oui, puis là ils ont mis, ça va être Mandon qui doit le faire dans le texte de simplification du Code du travail, parce que en vérité, le but est que ce ne soit plus des médecins du travail qui fassent les visites médicales. C'est-à-dire que comme on est parti de 6 000 médecins du travail, qu'il y en a plus que 5 000, moins de 5 000, qu'il n'y a plus de recrutement. Alors, il n'y a plus de recrutement parce qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation parce qu'il n'y a pas de volonté de le faire. Donc, il n'y a pas de motivation. Et on explique que la médecine du travail ne fonctionne plus, alors que c'était une très belle médecine préventive. Que comme la médecine scolaire, c'est ça qui aurait dû être développé. Ce serait du point de vue de la médecine une économie et non pas une dépense que de valoriser ça. Et ensuite, la médecine du travail est une spécialité, contrairement à ce que les gens croient. Comme on est pédiatre ou comme on est pneumologue, eh bien,
bien, parce que le médecin du travail, il est formé, il faut qu'il aille dans l'entreprise. Il y a des atmosphères dans l'entreprise, il y a des conditions de travail, il y a des risques spécifiques. Vous ne pouvez pas les aborder n'importe comment. Et même dans les bureaux. Parce que dans les bureaux, il y a de la climatisation, il y a des problèmes avec les yeux, il y a des problèmes avec les sièges, il y a des problèmes d'articulation et de troubles musculo-squelettiques. Donc tout ça, ça se regarde, ça s'observe. Il faut que le médecin participe au CHSCT. Ah, qu'est-ce que j'ai dit, CHSCT vous savez que dans la réunion d'après-demain, alors, jusqu'à présent, sur les CHSCT, les syndicats qui défendent les CHSCT encore avaient l'appui du ministère du Travail. Non! La note que je n'ai eue, moi, qu'il y a 2 mois, et que je croyais une note blanche parce qu'elle était signée nulle part, est devenue la note du ministère du Travail qui rejoint le MEDEF pour la suppression des CHSCT dans la négociation d'après-demain. J'ai dit que c'était un crime. On m'a dit, tu prends des grands mots. Vous savez que supprimer les CHSCT, qui viennent dans leur naissance, aussitôt après la guerre, ils viennent même légèrement avant, et même sous Pétain, ils n'osent pas sucrer ça. Ça se développe sous le nom de CHS et ça prend toute une place. Ça devient quelque chose de beaucoup plus important que les lois Auroux quand on est en 1982. On rajoute CT, conditions de travail. Ça touche à tout, ça touche aussi à l'atmosphère, à l'éclairage, aux yeux, aux conditions. L'ensemble des conditions de travail, de santé et d'hygiène sont concernées. Vous savez, ce n'est pas les CHSCT qui empêchent les entreprises de produire, parce que sur 1 200 000 entreprises en France, il y a 22 000 CHSCT. En tout et pour tout. C'est dans les entreprises de plus de 50, pas plus. J'ai fait un rapport, c'est le seul fois que la République a publié un rapport au Conseil économique et social sur les 20 ans de CHSCT. On en est à 30 ans. Et si vous aviez eu des CHSCT qui avaient fonctionné correctement, avec des gens formés sur le terrain, vous n'auriez peut-être pas eu AZF. Oui, c'est ce que j'avais dit. Parce que c'est... Dans la loi qu'on a mis d'AZF, un des articles de la loi, c'est pour ça que je me demandais si je n'avais pas de foot de transition énergétique, parce que moi j'ai fait la loi post-AZF, alors sur la partie urbanisme, etc., mais aussi, un des argumentaires qu'on avait mis, c'est pour prévenir le truc, la question de la mobilisation et de la formation des CHSCT sur les risques environnementaux était vitale pour éviter des dérives et des choses comme ça. Et on n'avait pas d'autre outil que le CHSCT pour que les salariés à l'intérieur de l'entreprise puissent mettre en exergue les risques qui pouvaient être des risques environnementaux ou des risques graves comme ceux-là. Moi, je défends toujours, Marie-Noël, l'idée que les experts sont très importants parce que pour toutes les entreprises de risque Céveso, de grands risques, voilà, il y en a, je ne sais plus combien, 1250, il y a des experts qui viennent de dehors. Moi, je sais, ma pratique d'inspecteur du travail, que vous pouvez passer 3 fois dans une entreprise et ne rien voir si vous n'avez pas le salarié qui attire votre regard. Évidemment. Et donc le rôle du CHSCT, moi j'y allais avec beaucoup d'intérêt, parce que même si c'était une réunion tous les 3 mois, pas tous les mois, tous les 3 mois, un délégué de CHSCT, il a que 2 heures de crédit d'heure. C'est pas beaucoup, il ne peut pas faire assez avec ça. Mais au moins, vous avez le médecin du travail, le gars de la CRAMIF, et l'inspecteur du travail, vous avez donc des extérieurs, et souvent dans ces réunions-là se déchaînaient les salariés qui disaient que là, ils avaient quelqu'un pour les écouter face à l'employeur, et qu'on pouvait parler des questions concrètes dont on ne pouvait jamais parler ailleurs, dans aucune autre instance. Et là, ils veulent les supprimer en disant qu'ils vont faire que des conseils d'entreprise. À partir de 50, et il y aura une commission du conseil d'entreprise, plus du CE, du conseil d'entreprise, une commission qui s'occupera des problèmes de sécurité. Je peux vous dire que c'est mort définitivement à partir de là. Il n'y aura plus d'intervenants extérieurs. Il n'y aura plus d'intervenants extérieurs, bien entendu. Et donc c'est la mort de tout un processus qui s'était développé progressivement depuis 30 ans, avec une spécificité. Moi, j'étais pour faire des CHSCT un 2e CE. C'est-à-dire faire qu'ils soient élus. Et non pas désignés, parce qu'ils étaient désignés par les membres du CE et les délégués du personnel. Et moi, je voulais que pour attirer le lien avec les salariés sur l'hygiène sécurité, il y ait une élection aussi, et un budget des CHSCT, et qu'ils disposent d'un nombre d'heures plus important, parce que c'est aussi, comme la médecine du travail, un moyen de la prévention. Il n'y a pas qu'AZF, il y a des dizaines de cas. Mais moi, j'ai vu une entreprise de bijouterie, rue de Turbigo, ils étaient 60. Le patron dit, moi je ne veux pas de CHSCT, on s'emmerde, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Moi je dis, on va faire une visite. Les sertisseurs, des ouvriers bien payés, hein, qui faisaient les petits bijoux, les petits trucs, ils étaient assis dans le fond de leur sac. Ils avaient le nez avec leur chalumeau et tout, avec leur truc sur l'œil, et ils avaient une plaque pour bien travailler dessus. La plaque était en amiante. Ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient sur une plaque en amiante qui se délitait. Et c'est le CHSCT, en faisant sa visite,
Le patron, je lui ai dit, ah, vous n'en voulez pas de CHSCT? Ça fait 20 ans que vous laissez faire ça. C'était pas vieux, hein, c'était au début des années 2000. Hein, l'amiante était déjà connu, tous les débauches, etc. Il n'avait jamais vu ça. Il a fallu qu'on demande simplement quelle était la nature de la plaque. Et après, je l'ai vu dans une entreprise, je l'ai vu chez Cartier, rue de la Paix, je l'ai vu dans toutes les entreprises de bijouterie. Et quand j'arrivais, je disais, ah ben je sais, là, regardez-moi la plaque, là. Regardez-moi la plaque, qu'est-ce qu'elle a la plaque, où est-ce qu'on l'a acheté la plaque, etc. Mais ça, c'est du travail, c'est pour avoir le nez dessus. Si vous n'avez pas de réunion, si vous n'avez pas de structure qui est orientée là-dessus, vous n'aurez plus ça. C'est pas du superflu, c'est du nécessaire. Bon, ils vont supprimer tout ça parce qu'en plus, ils vont supprimer les délégués du personnel. Alors, vous savez qu'en Allemagne, c'est à partir de 5. En France, ils disent qu'à partir de 11, c'est plus tenable. Ah oui, ça c'est les seuils. Hein, les seuils. Et les seuils, ils disent qu'ils ne veulent plus le seuil de 11. Non, mais c'est dans les négociations demain. Et le ministère appuie le MEDEF pour la remise en cause des seuils. Il a épousé la position du MEDEF. Et donc, vous avez sur les entreprises qui devraient avoir des délégués du personnel et qui commencent à 11, vous avez 80% des entreprises qui n'ont pas de délégués du personnel. Le comité d'entreprise, ça commence à 50. Il n'y a que 3% des entreprises qui ont plus de 50 salariés. Et sur les 3%, vous avez 25% qui n'ont pas de CE. Et 25% qui ont des CE bidons. C'est-à-dire que le patron a mis de lui-même en place. Donc vous avez sur les 3%, sur ceux qui ont des CE, la moitié seulement de CE qui sont viables. Alors, il n'y a pas trop de structure, il n'y a pas trop de problèmes de seuil. C'est tout à fait faux. Pour ce qui est des petites entreprises, il n'y a pas un pic à 9-10 où le patron ne veut pas embaucher pour avoir le 11e. Le pic, il est à 6-7. Alors on me dit, il y a parfois des gens qui ne veulent pas embaucher, ils sont à 48-49. Oh, je les connais. Parce que moi j'avais une brasserie place de la République, là, le gars me disait, moi j'aurais jamais de ce comité d'entreprise, je préfère vendre que d'avoir un comité d'entreprise. Alors on regardait les effectifs sur les 3 années qui étaient écoulées, et comme ça je jugeais sur 12 mois pendant les 3 ans, en épluchant, en passant beaucoup de temps dessus, on voyait tous les extras, tous les CDD qu'il avait pris, en équivalent temps plein, il avait passé la barre des 50, et on lui imposait un CE. Mais c'était un exercice difficile. La plupart du temps, quand il voulait passer au travers, il passait à travers. Et donc, il n'y a pas de problème de seuil, il n'y a pas de problème de surreprésentativité des institutions représentatives du personnel. Et vous savez ce qu'a dit notre Constitution? Le préambule de 46 qui est resté dans 58, elle dit « Les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués qui ont voix sur la gestion des entreprises. » La gestion, la Constitution. Et là, ils sont en train de nous sucrer les délégués du personnel, de nous ramasser les CHSCT, les rentrer dans un conseil d'entreprise. Ce n'est pas dans la loi Macron. C'est le même effort qu'ils font faire dehors le ministère du Travail, que ils font faire sur la médecine du travail, quand ils vous disent qu'en matière de médecine du travail, ce sera le généraliste qui remplacera le médecin du travail, et que vous serez obligé d'y aller une fois tous les 4 ans. C'est grotesque. Une fois tous les 4 ans. Il n'y a plus de prévention. Une fois tous les 4 ans. Vous allez au moins une fois tout seul avoir votre médecin avant 4 ans. Et votre médecin, il ne connaîtra pas l'entreprise. Donc c'est la mort définitive, une fois tous les 4 ans, par des généralistes de la médecine du travail. Vous n'avez pas d'autre choix derrière. Il ne vous restera plus que l'inspection du travail à mettre bas. C'est dans la loi, ça, quand même. Parce que je vous dis que ce qui n'a pas passé par décret sous sapin, ou ce qu'ils n'ont pas passé sous examen, voilà, ça vous avez voté contre d'ailleurs brillamment l'année dernière, en février, dans un truc, belle manœuvre pour empêcher que ça passe, mais ça revient dans la loi Macron. C'est-à-dire qu'il change peu à peu le droit pénal du travail. Et alors dans la loi Macron, vous avez l'insécurisation des délégués du personnel et des comités d'entreprise. Je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi. Et ça, c'est François Hollande, qui a reçu le 19 octobre dernier un collectif de, comment il appelle ça, de la compétitivité ouverte, c'est-à-dire des patrons étrangers à l'Élysée, conseil de compétitivité. Et il les a informés qu'il n'y aurait plus de peine de prison pour les employeurs qui ne respecteraient pas les institutions représentatives du personnel. Alors je vous explique, c'est un délit d'entrave. Le délit d'entrave est menaçable de peine de prison. Il n'y en a jamais eu pratiquement. La dernière fois qu'on avait un patron avec des menottes, ça remonte à 1973, ça s'appelle le juge Charette, il est encore célèbre, il est en retraite maintenant, je le connais, mais c'est une seule fois. Et ben, il y a eu 2 patrons américains de Molex qui, il y a 2 ans, ils avaient tout menti, tout caché, les chiffres pour le comité d'entreprise et tout ça, et donc ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Alors le MEDEF a fait un lobbying auprès de Hollande en disant, regardez, quand même, on menace deux
2 patrons américains qui sont à Molex parce qu'ils n'ont pas respecté le CE. On les condamne à 6 mois avec sursis. Hein. À 6 mois avec sursis, c'est intolérable. Ça dissuade les patrons d'ailleurs de venir chez nous. Et donc Hollande a dit ça dissuade. Donc nous allons supprimer la peine de prison de toutes les sanctions. Mais pas seulement, le droit pénal. Parce que derrière, c'est le droit pénal du travail qui est remplacé par du droit administratif. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des PV pour envoyer les patrons en correctionnel. Il y aura des PV pour que l'employeur soit obligé de négocier sa sanction avec l'administration, en plaidé coupable. Il ne sera plus obligé d'avoir un avocat puis d'aller entre 2 autres délinquants et les menaces. Ça ne leur plaisait pas. Ça ne leur plaisait pas quand ils avaient une faute inexcusable. Maintenant, ce sont des sanctions administratives. On nous a vendu ça en disant c'est bien mieux les sanctions administratives, parce que les juges n'avaient pas le temps de faire des jugements en droit pénal. Donc c'est des sanctions. Et sanctions administratives, ça va être avec le direct, qui recevra le patron, puis qui dira bon alors comment on s'arrange. Et c'est plus l'inspecteur qui sera maître de ces procès-verbaux. Et donc vous avez une perte de l'indépendance de l'inspection du travail, du droit pénal du travail. Et vous avez un remplacement par un autre système qui va être aléatoire et dont le symbole est donné par l'idée il n'y aura plus de peine de prison pour des employeurs qui s'asseyent sur le droit du comité d'entreprise et qui y font entrave. Ça, c'est un article spécifique. Ce que je vous suggère, si vous voulez voir sur ce point-là, l'article qu'a fait Pierre Jox. Vous savez, il était invité de Mediapart et il a dénoncé, quand on connaît Pierre Jox, c'est quand même pas le gaucho, etc. Et il dit le scandale que constitue cette loi et il explique très en détail cette histoire du délit d'entrave, comment la gauche s'était battue pendant longtemps là-dessus. Et d'ailleurs, sur l'état lamentable des tribunaux sociaux, pas ceux qui sont les prud'hommes, hein, les tribunaux sociaux, notamment tous ceux qui touchent au pénal social. Et franchement, il est hyper convaincant pour ceux et ceux qui auraient besoin d'argumentaires complémentaires. Franchement, c'est extrêmement bien expliqué. Surtout, c'est que Pierre Jox, avec Cannes, dit je ne comprends pas ce qu'on fait. C'est tout le contraire de ce que nous avons toujours fait. C'est le droit du travail en miettes, par le mouvement qui a lieu en ce moment en France, pas seulement en France, pas seulement depuis 2 ans. C'est un mouvement de déconstruction du droit du travail. Le droit du travail est un droit d'exception. C'est un droit qui dit non au code du civil, qui dit non au droit classique, au droit du libéralisme. Qui dit non, la liberté n'est pas complète. C'est un droit qui fait un droit d'exception et qui repose sur une action collective, puisque, on l'a vu depuis un siècle, tout le droit du travail a progressé sous la pression de l'action syndicale. Et les lois, en France en particulier, les lois progressistes en matière du travail ont toujours suivi les grandes manifestations syndicales. Même le repos hebdomadaire, même les mesures de 1919 ont été créées. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a été créée. C'est la première organisation internationale. Elle est créée par le traité de Versailles, dans le traité de Versailles. C'est donc la pression sociale, la pression syndicale. Et en France, ça a culminé avec, il faut dire, le Front populaire, la Libération. Et puis, dans quelques circonstances, auxquelles d'ailleurs j'ai participé modestement, avec les lois Auroux. Aujourd'hui, depuis quelques années, en France, on assiste à une déconstruction. C'est pas un recul, c'est pas une démolition, c'est un mot exagéré. Effritement du droit du travail. Et c'est plus avancé dans d'autres pays. En Angleterre, c'est très avancé. Mais en France, il y a une espèce d'accélération récente, et je pense qu'on va en parler, de cette loi qui concerne souvent le droit du travail et qui n'associe même pas le ministre du Travail dans cette opération. C'est donc une situation juridique étrange, parce que le droit du travail, c'est un droit qui ne met pas la priorité au contrat, mais qui dit la loi s'impose au contrat. C'est la loi qui protège, car le contrat peut asservir. Car l'employé, dans le Code civil, il était dit que le patron était cru sur sa parole, alors que l'ouvrier devait apporter la preuve. Ça a avéré que ça durait un demi-siècle comme ça. Bon. Le droit du travail, c'est un droit qui dit non, la loi n'est pas la loi des parties. Le contrat n'est pas la loi des parties, sauf si ce contrat respecte la loi. Quelle loi? La loi qui limite la durée du travail, les enfants, le repos hebdomadaire, etc. Et on assiste à un mouvement inverse, voulant rendre au contrat de travail ou au contrat collectif la fonction qui a justement été conquise par le droit du travail, par la loi. Et ça, c'est un phénomène étrange. Pourquoi cette régression? Et pourquoi, au clair,
la gauche, aujourd'hui, qui est au pouvoir, accompagne cette régression? Je ne sais pas. La gauche socialiste, disons. Il y a eu des éléments précurseurs. On aurait dû s'alarmer lorsqu'on a lu dans un journal il y a quelques années, c'était, non, il y a un an, c'était signé par un certain nombre de députés socialistes, dont Le Guen, qui depuis est devenu ministre des Relations avec le Parlement. Je cite, il faudra que Hollande s'attaque à un ultime et redoutable tabou national. S'attaquer à un redoutable tabou national. Celui des rigidités d'un code du travail qui est devenu un puissant répulsif de l'emploi. Que non pas un, mais une dizaine de députés socialistes puissent signer, un siècle après la création par Clemenceau du premier ministère du Travail, un siècle après le premier Code du travail, un siècle après les premières grandes lois sur le repos hebdomadaire, sur la durée du travail qui sont entrées, puissent signer un document en disant que le Code du travail est un puissant répulsif et que c'est un tabou national qu'il faut démolir, c'est stupéfiant. Sauf que, quelques années auparavant, Madame Parizeau, quand elle était secrétaire présidente du MEDEF, disait, c'est plus important ce qu'elle dit, nous préconisons une réforme de la Constitution afin de reconnaître le droit à la négociation et de permettre aux représentants des employeurs et des salariés de fixer les modalités d'application des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc cette idée qu'il faut retirer au règne de la loi, retirer aux représentants de la souveraineté nationale la responsabilité, le devoir de fixer les règles dans le domaine du droit du travail, c'est une idée qui chemine lentement en France depuis quelque temps. Alors évidemment, elle éclot avec cette nouvelle loi, et on est d'autant plus stupéfait qu'on y trouve des choses ahurissantes. Par exemple, j'ai pris que deux textes, deux citations. Celle qui concerne... La loi dite peut-être Macron. Voilà, oui. La pénalisation de l'entrave. Vous savez que le délit d'entrave, empêcher des comités, des délégués syndicaux, des représentants du personnel de remplir leur mission, c'est un délit. Il y a du droit pénal du travail. Le droit du travail, c'est aussi en partie un droit pénal. Le patron qui fait entrave au fonctionnement du droit du travail, en particulier aux institutions représentatives qui ont été développées depuis la Libération, il peut être condamné à des peines, y compris de prison. C'est très rare. Bon. Eh bien, figurez-vous que l'article 85 du projet de loi dont vous parlez prévoit que, par ordonnance, donc évitant le débat public, par ordonnance, le gouvernement pourrait renforcer le rôle, etc., réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d'entrave. C'est-à-dire qu'on envisage de réduire le système des pénalités d'entrave, alors que, je vous rappelle que ni la loi d'amnistie de 80, quand Mitterrand a été une grande loi d'amnistie, très large, elle n'a pas porté atteinte, elle n'a pas visé ça. Ni la loi d'amnistie de la droite en 1995, ni la loi d'amnistie de 2002 n'a porté atteinte à cette espèce de règle un peu mythique, mais quand même qui veut dire que si un employeur viole le droit du travail dans certaines conditions, en particulier en faisant entrave au fonctionnement des institutions, il peut être condamné. Ça va être retiré. Moi, je ne comprends pas. Je pense que le débat aura lieu, mais là, comme c'est prévu par ordonnance, on voit bien que ça veut fuir le débat. Quand j'étais au Conseil constitutionnel, j'ai beaucoup souffert au Conseil constitutionnel. Pourquoi souffrir ? Parce que j'étais très seul. J'ai donc vu les saisines de mes amis du groupe socialiste. Alors je vous ai apporté une, celle de la plus intéressante, je pense, parce qu'elle est signée Sapin, Ayrault, Hollande, Leroux, Valls, Cambadélis, Bartolone. Bon, elle est là. C'est la décision DC 2008-568 du Conseil constitutionnel, qui attaque quoi ? Qui attaque une disposition du projet de loi, la loi qui avait le titre « Loi portant rénovation de la démocratie sociale ». Vous imaginez ce qu'il pouvait y avoir dedans. Ils ont attaqué, à juste titre, ils ont attaqué sur le fait que, je cite, « La loi doit déterminer elle-même les principes fondamentaux du droit du travail et encadrer le champ ouvert à la négociation collective. » C'est-à-dire que cette saisine par le groupe socialiste du Conseil constitutionnel rappelle le principe sacré que c'est la loi qui fixe les principes. Mais dans le droit du travail, elle doit aller jusqu'à encadrer le champ ouvert à la négociation collective, ce qu'on ne doit pas laisser à la négociation collective, où toujours, finalement, le patronat est plus fort que les organisations syndicales, sauf dans les grandes périodes de crise, type Front populaire ou Libération. Ça a été signé. Ce qui est exactement l'inverse de ce que dans la future loi Macron,
on appelle l'ANI, c'est-à-dire L'ANI, l'accord ça, c'était national l'année dernière. interprofessionnel. Oui, mais l'ANI, ça, on l'a vu l'année dernière. Et je cite que le Conseil constitutionnel avait décidé, donc, il disait, les dispositions contestées prévoient, c'est à propos de la contrepartie obligatoire, on amène au congé, au repos dominical et aux heures supplémentaires. Le Conseil constitutionnel relevait, les dispositions contestées prévoient une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, mais supprime tout encadrement de sa durée minimale ou des conditions dans lesquelles elle doit être prise, alors que par ailleurs, le seuil de déclenchement n'est pas lui-même encadré par la loi. Donc le groupe socialiste saisit le Conseil constitutionnel. Attention, c'est la loi qui décide ça. Le Conseil constitutionnel, vous avez raison, et il censure. Et ça concernait de fait déjà le travail du dimanche. Ça concernait les heures supplémentaires, le travail, toute cette problématique. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, ce n'est pas quelque chose de... Et c'est absolument ahurissant. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du débat sur... Vous êtes d'accord sur le dimanche, vous êtes d'accord avec la tribune de Martine Aubry? Alors, je vais peut-être vous étonner, je n'ai pas lu la tribune de Martine Parce Aubry. que vous ne lisez plus que Mediapart, en fait. Oui, je lis beaucoup Mediapart, mais je n'ai pas besoin de lire la tribune de Martine Aubry pour savoir ce qu'elle en pense. Martine Aubry, elle a été l'excellente collaboratrice de Auroux, elle a ensuite été ministre du Travail, et comme tous les gens qui ont un peu d'expérience dans ce domaine, savent très bien que le développement du travail du dimanche, d'abord, l'existence du travail du dimanche, elle est nécessaire, parce qu'il y a les hôpitaux, il y a les transports en commun, ne parlons même pas de la police, etc. Mais le développement du travail du dimanche dans le commerce, et le commerce, c'est quand même aujourd'hui la grande activité principale dans laquelle il y a les salariés les plus faibles, les moins qualifiés, les plus nombreux, les plus remplaçables. Le développement du travail du dimanche, il est exclusivement destiné aux intérêts des groupes de la grande distribution. Exclusivement. Pas principalement. Exclusivement. On est à contre-emploi parce que la gauche n'a pas été élue pour faire une politique aussi surprenante. Surprenante parce qu'elle ne va pas du tout dans le sens de l'histoire de la gauche. Et je pense que c'est quelque chose qui va se débattre dans les mois, dans les semaines qui viennent, parce que toutes ces questions que vous avez évoquées, c'est pas par hasard qu'on évoque le fait de prendre par ordonnance. Bon, voilà, je ne vais pas faire les autres, je vous en ai assez dit, mais il faut comprendre. Moi, je n'arrive pas à m'expliquer comment notre parti fait ça. Je vous le dis. Parce qu'il n'y a même pas de conséquences emploi. Il n'y a pas de conséquences bénéfiques pour personne. La seule chose, c'est ce qu'a dit Marie-Noël. C'est les réformes structurelles exigées au niveau européen pour compenser les problèmes budgétaires. Donc il est donné, pour des raisons politiques, idéologiques, il est donné des concessions et des politiques libérales où on enlève des acquis de chez nous depuis des décennies pour ça. C'est la seule explication que je trouve. Rien, tout ça ne crée aucun emploi, ça ne fait qu'en supprimer. Ils se battent pour l'augmentation du chômage. Le résultat sera l'augmentation du chômage. Allez, j'arrête.